Hello la team, bienvenue dans le podcast Oui Madame. Je m'appelle Oriane Page, je suis journaliste et je vous partage aujourd'hui ce nouvel épisode. Le but, présenter des parcours de femmes inspirées et inspirantes dans une ambiance chill et good vibes. Vie professionnelle, vie sociale, famille, couple, amour, santé, spiritualité ou encore développement personnel. Bref, tous les thèmes sont abordés. Alors c'est parti, Oui Madame. Bonjour Nicole, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Oriane. Est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Je suis une femme née en Valais, à Sion très précisément, il y a une cinquantaine d'années. Et puis aussi une journaliste. J'ai débuté dans le métier à 27-28 ans. J'ai fait une carrière de journaliste. J'ai été dans la communication politique chez un conseiller fédéral, Alain Berset pour ne pas le nommer. Et je suis désormais revenue dans le journalisme depuis 2020, où je suis rédactrice en chef adjointe du Matin Dimanche. Comment on revient dans le journalisme? Avec l'envie, simplement avec l'envie. Ça me manque, certaines choses me manquaient beaucoup. Par exemple, la liberté qu'on peut avoir dans le journalisme, c'est un des rares métiers où on a autant de liberté. On réfléchit à un angle, à un sujet, et hop, on va sur le terrain, on prend notre téléphone, on le fait, on s'intéresse à des choses. Pour moi, c'est une richesse d'esprit qu'on peut avoir dans ce métier, une grande liberté qui me manquait dans la communication politique, même avec un conseiller fédéral où il y a déjà pas mal de choses à faire. Mais disons, l'aspect liberté me manquait. Comment on fait pour la garder, cette liberté? Ça se travaille, et puis on apprend à dire non, et puis on se botte le cul quand il faut. Donc c'est se souvenir de ce qu'on veut, de qui on est, c'est se regarder dans la glace tous les jours avec l'envie de pouvoir se tenir droite, quoi. Et c'est ça qui me guide. Donc assez simplement, disons, une hygiène personnelle toute simple. Ok. Comment tu as appris à dire non? J'ai appris à dire non, comme je pense énormément de femmes, après m'être fait marcher dessus, après qu'on ait un peu abusé de moi, et j'ai appris à dire non un peu par ce biais-là. C'est plus comme ça qu'on apprend à mettre des limites, enfin personnellement que j'ai appris à mettre des limites, à me distancier de certaines personnes, de certains processus, et puis à me projeter dans d'autres, et à me construire avec d'autres choses que j'estimais plus intéressantes et puis plus productives pour que j'aille bien simplement. Par rapport à ça, quelle est la place en fait des femmes dans les rédactions, dans le milieu du journalisme, et puis après de manière générale dans la société, toi t'en penses quoi? Alors je trouve que c'est un work in progress. On vient d'assez loin, hein. Les rédactions en Suisse, il y a encore quelques décennies, c'était vraiment des lieux de machisme très très impressionnants, surtout vu d'aujourd'hui, on va dire, parce que j'étais dans une rédaction majoritairement masculine pendant très très longtemps dans ma carrière. Et puis les postes à responsabilité étaient beaucoup occupés par des hommes. Et puis les idées les plus retenues étaient les idées d'hommes. Et puis le ressenti des femmes était souvent laissé de côté ou vu comme secondaire, où on laissait aux femmes, par exemple, les rubriques société, culture. Non que je les dénigre, mais disons que surtout à l'époque, les rubriques les plus convoitées, les plus prestigieuses du point de vue journalistique, c'est-à-dire l'économie, la politique, c'était vraiment des bastions très très masculins. Et moi qui étais intéressée par la politique, ça m'embêtait beaucoup parce que effectivement il y avait très peu de femmes et puis qu'il a fallu faire son chemin là-dedans. Et puis de manière plus générale, comment toi en fait tu te positionnes dans la société? Est-ce que tu as un rôle par rapport à ça ou est-ce que tu y penses pas et puis ça change rien en fait? Quand j'étais plus jeune, j'y pensais pas beaucoup parce que je pensais surtout à mon petit confort et à ma petite existence. Et puis, c'est vrai que j'ai été chef d'équipe à la radio suisse romande à 35 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience de l'importance de mon rôle, c'est-à-dire de l'aspect modèle qu'il pouvait avoir sur d'autres jeunes journalistes, sur d'autres femmes, et qu'on pouvait bien diriger des équipes en étant une femme, voire mieux diriger des équipes en étant une femme. Souvent, on est mieux à l'écoute, on a d'autres compétences, parfois que les hommes, qui nous rendent, en tout cas pas plus mauvaises chefs d'équipe. Et depuis que j'ai 35 ans,
Donc ça fait une quinzaine d'années, j'ai toujours eu des équipes, j'ai toujours dirigé des équipes et c'est l'essentiel du plaisir que j'ai dans ce métier. J'adore motiver des gens, les accompagner, faire ressortir ce qu'ils ont de meilleur chez eux et j'ai énormément de satisfaction au coaching en fait de mes collègues. J'aime beaucoup ce phénomène de partenariat, de dialogue constructif. On a zéro idée à deux, on a zéro idée toute seule, pardon. Et puis dès qu'on est deux, dès qu'on est trois, on en trouve tout plein. Et l'enrichissement qu'on s'apporte en se confrontant aux autres, c'est une des magies de ce métier, d'autres métiers aussi, mais dans ce métier, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Justement, tu parlais de coaching, j'avais ce mot en tête, coach, tu as une partie de ton travail qui est un peu de coach, tu as des clés, c'est quoi un peu tes ressources ou ce que tu utilises pour peut-être aider les jeunes qui ont un peu moins confiance en elles ou en eux, comment tu fais ? D'abord, je les écoute. Je pense que dans tous les métiers aujourd'hui, et c'est peut-être l'époque qui veut ça, mais on n'écoute plus assez, ou alors on écoute trop. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, il s'agit de laisser parler la personne, d'essayer qu'elle puisse développer ses idées, sa créativité, puis à un moment donné de l'arrêter, et puis de l'aider à se structurer. Parce qu'il faut deux choses pour être une bonne professionnelle dans ce métier. Il faut de la créativité, oser dire ce qu'on pense, et puis il faut quand même de la structure à un moment donné. Et donc, c'est les deux aspects qu'il faut bien doser. Et j'aime beaucoup parler avec mes collègues pour savoir jusqu'où il faut pousser dans la créativité, puis à partir de quand il faut arrêter de délirer et puis commencer vraiment à mettre 1, 2, 3 et puis à mettre des mots sur des pages. Tu parlais avant des rédactions plutôt masculines que tu as pu connaître par le passé et tu disais qu'il y a des thèmes, c'était surtout les thèmes ou les idées des hommes qui étaient retenus. Tu as remarqué une tendance chez les femmes, tu parlais de la culture, qu'elles étaient plus attirées par ça. Tu penses qu'il y a des thèmes ou des sensibilités que nous, en tant que femmes, on est plus preneuses ? Oui et non. Je dirais que aujourd'hui, maintenant qu'on a pas mal cassé des barrières entre les thématiques, on voit des femmes journalistes économiques et on voit des hommes journalistes culturels, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Et il y a des gens qui sont bons dans tout leur domaine. Mais à une époque où le prestige était vraiment attaché à certaines disciplines, on voyait vraiment que tous les hommes se devaient de faire une carrière plus prestigieuse et que les femmes, c'était pas grave parce que de toute façon, elles allaient avoir des enfants, parce que de toute façon, elles allaient partir à temps partiel. Donc on était dévalorisés d'entrée de jeu, comme si on était des candidates B dans les carrières professionnelles. C'est gentiment plus le cas aujourd'hui, mais évidemment qu'il reste encore des traces et qu'il s'agit de combattre ces traces tant au niveau des hiérarchies qu'au niveau des travailleurs, des travailleuses. Par rapport à ça, est-ce que toi, tu trouves comment ton équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle ? Est-ce que tu as besoin de cet équilibre ou pas ? C'est quoi ta position par rapport à ça ? Bon, voilà, ça c'est à chacun de faire son cocktail magique, on va dire. Moi, j'ai beaucoup aimé mon boulot. J'ai beaucoup aimé ce job de journaliste. Et puis après, le job que j'avais de chef de communication d'un conseiller fédéral était très, très prenant. Et donc, du moment où je l'ai accepté, j'ai su que j'allais faire je ne peux pas dire un trait sur ma vie privée, mais que ma vie privée et familiale allait être allait devenir portion congrue. Et au moment où j'ai commencé à travailler pour ce conseiller fédéral, mon fils, j'ai un seul enfant. Mon fils avait 3 ans et demi. Et donc, j'ai su que si je disais oui à ce job, qui est un job à 200%, j'allais manquer beaucoup de choses avec lui. Et j'ai fait ce choix. Et j'ai fait ce choix sans grand état d'âme, parce que j'avais vraiment envie de ce job. Et donc, j'ai fait ce choix parce que j'en avais vraiment envie. Et puis, face B, parce que j'ai trouvé une organisation qui me permettait de pouvoir assumer ce job. Et mon organisation, c'est en l'occurrence mon partenaire qui a été d'accord de passer de 100% à 40% et de jouer, entre guillemets, à la maman. Et je dis ça avec un grand sourire, parce que c'est-à-dire qu'il a pris, lui, le rôle qui a été traditionnellement très longtemps réservé aux femmes, et qu'on n'a pas réussi
pas plus dans mon couple que dans la plupart des couples que j'observe, à avoir un équilibre entre l'homme et la femme, entre le papa et la maman. C'est toujours, on en rêve quand on cause, et je cause avec d'autres personnes de ma génération, on a tous rêvé du 2 fois 80% qui nous permettrait aux deux d'être cadres dans des entreprises avec des boulots épanouissants, et il y en a très 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 peu qui ont vraiment réussi. La plupart, il y en a un des deux qui a dû se dire, bon ben voilà, moi je descends, enfin j'en fais moins et l'autre qui en fait plus. Et ça reste très très dommage encore aujourd'hui en Suisse. Mais t'as remarqué, t'as senti des jugements, des choses comme ça, par rapport au fait que ce soit ton partenaire qui travaille moins? Oh oui, bien sûr, ouais. Alors déjà, je viens du Valais, donc ça veut tout dire. Donc c'est clair que quand je rentre le week-end en Valais, enfin c'est pas les choix qu'on fait. Par exemple, mes sœurs, on est 4 sœurs et un frère, et c'est pas les choix qu'on fait mes cousines et qu'on fait mes tantes et qu'on fait. Enfin bref, c'est pas du tout les modèles féminins que j'ai. Donc il y avait, même s'il y a de la bienveillance dans ma famille, il y avait quand même un certain jugement de la part de certaines amies aussi qui ont trouvé que j'exagérais quand même, que c'était quand même trop, que j'étais pas obligée de partir dans des choses aussi exigeantes. Et il y avait de la condescendance aussi par rapport à mon partenaire. Pour certaines personnes, il a perdu de la valeur, il est devenu quelqu'un de moins intéressant parce que ça devenait en grande partie un homme au foyer. Et lui, il a ressenti aussi ce regard qui a changé de certaines personnes sur lui. Et dans son entreprise à lui, on a aussi regretté qu'il baisse, regretté de moins le voir, etc. Donc pour les deux, pour le père et la mère, c'était encore compliqué à l'époque où on l'a fait, et sans doute ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. Notre fils a 14 ans aujourd'hui, donc peut-être qu'aujourd'hui ça va un peu mieux, mais ça reste un travail qui est en progression. Parce que j'avais vu, j'avais suivi un cours de sociologie avec l'égalité des genres, et c'était intéressant parce qu'elle disait vraiment à quel point une femme qui fait ça, qui fait le choix que tu as fait, donc de ton travail, quoi, d'accepter ce travail-là, elle est jugée comme étant une mauvaise mère et tout, et comme, en guillemets, un homme qui fait le même choix, on n'en parle même pas, genre, c'est genre normal, et c'est assez fou que ce soit vraiment ça, enfin, même si, comme tu l'as dit, il y a de la bienveillance au sein de ta famille, c'est quand même relevé, et puis t'es un peu là, ouais, mais bon. Ouais, et c'est vraiment pas une légende, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Et dès que vous rentrez pas en matière, dès que vous culpabilisez pas, dès que vous renvoyez un peu les gens assez vite à leur jugement, c'est pour toi un problème, c'est pas pour moi, sinon moi j'aurais pas fait ce choix. Alors ça fait taire les discussions, peut-être sans doute qu'on parle un peu dans ton dos, mais c'est des choses qu'il faut assumer. Et par exemple, une autre anecdote pour illustrer vraiment le changement d'époque, il y a en quelle année ça pouvait être il y a une quinzaine d'années, j'ai été nommée chef d'une rubrique à la radio suisse romande. Et j'ai postulé pour être à ce poste. Il n'y avait à l'époque que des chefs de rubrique masculins. Tous les chefs de rubrique de la radio suisse romande étaient des hommes. Et j'ai postulé, je venais d'avoir un enfant, je venais de revenir de congé maternité. Et l'on m'a dit... oui, on te prend pour être chef de cette rubrique, mais alors va pas venir nous demander un temps partiel, un 80% ou un 90%, parce que franchement, si déjà on donne ce poste à une femme, tu vas pas commencer à nous emmerder avec un temps partiel. J'ai répondu évidemment que non, je prends ce poste à 100%, merci. Quand 3 ans plus tard, je suis partie de ce job, j'ai été remplacée par un homme qui a demandé un 80% parce qu'il venait d'être jeune père, et ça lui a été accordé comme étant un grand progrès, et on a pu mettre en avant ça comme image de l'entreprise qui progressait et qui devenait moderne. Et donc c'est vraiment des époques, et c'est encore maintenant, c'est vraiment des époques où les choses peuvent changer, peuvent changer progressivement, même assez vite. Là, c'était vraiment sur 3-4 ans, on n'a pas du tout été reçus de la même façon. Moi, comme femme, on m'a demandé d'être un homme, et lui qui voulait, entre guillemets, assouplir son temps de travail, donc être une femme dans l'imagerie historique, on en était assez ravis. Après toi, justement, comme tu as dit, tu as eu des postes où il n'y avait pas de femmes avant. Du coup, je pense que tu as quand même dû faire ta place. Tu as ressenti des jeux de pouvoir ou des choses comme ça? Oui, et puis là, il faut être assez habile. C'est-à-dire que déjà, il faut travailler. Il ne faut pas travailler moins que les hommes, ça c'est clair. Toutes les femmes qui ont fait des carrières professionnelles le savent. Tu ne peux pas être paresseux si tu fais une carrière professionnelle. En tant qu'homme, tu peux. Tu as longtemps pu. Aujourd'hui, ça devient peut-être un peu plus compliqué, mais tu as très longtemps pu être un paresseux puis être cadre, voire dirigeant.
Et puis, pour une femme, non, ça n'a jamais été possible, ça n'a jamais été une alternative. Donc, je suis une bosseuse et puis j'essaye d'être le plus stratège possible pour pas... pour que ça se passe au mieux pour moi, pour avoir ma marge de manœuvre, ce qui est tout le temps le but, avoir de la marge de manœuvre et surtout du plaisir à la fin, parce que sinon, c'est quand même pour ça que tu le fais. Ouais. Tu peux revenir en quelques dates clés un peu sur ton parcours professionnel ? Alors, j'ai fait une licence en lettres à l'université de Lausanne. J'avais 26 ans, quelque chose comme ça. Après, j'ai fait mon stage de journaliste en 98 à Rhône FM, la radio valaisanne. J'ai travaillé 3 ans à Radio Rhône FM. Et puis après, je suis rentrée à la radio suisse romande, d'abord à Lausanne, puis à Berne comme correspondante parlementaire, puis comme chef de la rubrique politique. Et j'ai quitté la radio suisse romande en 2012, où là, je suis rentrée au service du conseiller fédéral Alain Berset, de 2012 à 2019. Et je suis partie quelques mois avant le Covid, c'est-à-dire à l'automne 2019. J'ai quitté le service du département fédéral de l'intérieur et j'ai commencé au matin dimanche, début 2020. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis de retour dans le métier de journaliste avec bonheur. C'est quoi un peu tes objectifs ? Tu te vois où après ? Je me suis jamais vue après. Ça, c'est peut-être un problème des femmes aussi. Je pense que les femmes sont en général moins carriéristes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de... On a plus d'intérêt à être bien où on est en ce moment même. On n'a pas tellement le goût du sacrifice, peut-être dans nos familles, mais en tout cas pas dans nos métiers. J'ai jamais passé des années à me dire j'ai pas envie de ce métier, mais ça me servira à la prochaine marche. Donc pour l'instant j'ai du plaisir, mais dans 6 mois je sais pas. Si c'est plus le cas, alors je bougerai. Est-ce que tu serais capable de sacrifier certaines de tes valeurs pour, je sais pas, un article ou quelque chose ? A priori, non, mais après, la vie m'a appris qu'il ne fallait jamais dire non à ce genre de questions parce qu'il y a beaucoup de zones grises dans ce qu'on comprend des choses, dans ce que les gens nous vous expliquent, dans les différentes versions d'une histoire. Et donc, évidemment qu'à priori, je vais vous dire non. J'ai pas envie de me trahir et puis j'ai toujours eu envie d'être droite dans mes bottes et puis d'être fière avec le travail que je fournissais. Mais je sais que des fois... ça a pu être plus limite. T'as des anecdotes ou des exemples de moments peut-être dans ta carrière, surtout je pense en tant que rédactrice en chef, où tu sais, il y a ce moment où je sais pas, t'as un lecteur qui a porté plainte ou une embrouille entre journalistes que A dit ceci et B dit cela, enfin des situations un peu de crise comme ça que t'as dû gérer, puis peut-être qui t'ont fait aussi grandir dans ta carrière, dans ta vie de manière générale. Ouais, j'ai pas mal dû gérer d'embrouilles, mais bizarrement, presque plus comme chef de communication d'un conseiller fédéral que comme journaliste. Mais dans les 2 cas, en fait, tout se résout par le dialogue. Il faut prendre en considération les gens qui estiment qu'ils se sont fait rouler dans la farine ou qu'ils ont été maltraités. C'est-à-dire, il faut pas se contenter d'un SMS, d'excuses si ça s'est mal passé. Il faut revoir les gens, il faut discuter. L'humain, c'est l'humain en fait qui résout tout. Si on a blessé quelqu'un, même si on trouve que c'est un con, il a le droit de s'exprimer, il a le droit à ce qu'on l'écoute, on se met à table, on lui paye un café, et puis s'il faut, on passe 2 heures. Et puis ça va résoudre beaucoup plus de choses qu'un SMS. Et ça, c'est un peu dans toutes les situations professionnelles que j'ai connues, c'est les mêmes solutions qui gagnent à la fin. Toi, c'est quoi vraiment tes valeurs ? Mes valeurs, c'est d'essayer, de ne pas blesser les autres, de construire des sujets intéressants, des projets intéressants, sans dénigrer et sans blesser les autres. J'aime beaucoup tendre la main aux gens. Je dis ça sans angélisme parce que ça sonne un peu presque un peu religieux comme ça, mais je me sens mieux si je peux aider. Je sais que ça sonne vraiment comme un slogan à la con, mais pour moi c'est un truc qui me grandit. Je me sens vraiment mieux comme ça. Et puis j'essaye toujours, si je fais des critiques, de ne pas blesser les gens. C'est quelque chose de super important, même si ça prend plus de temps et même si des fois ça me rend dingue. D'essayer de prendre en compte l'autre dans ce qu'elle est d'être humain, quoi, avec ses qualités, ses défauts qui ne sont pas les miennes, mais qui sont les siennes et qui méritent qu'on les respecte puis qu'on les fasse grandir si c'est possible. Ouais. Tu parlais de religiosité, tu penses qu'on peut être croyant et journaliste ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, je suis convaincue. Moi, je suis catholique de naissance et j'ai toujours un fond où j'ai envie de croire en Dieu et je suis plus pratiquante, mais j'ai essayé d'apprendre un peu l'histoire, en tout cas des religions à mon fils, pour savoir comment les religions, elles façonnent les sociétés, elles façonnent les êtres, comment il y a des gens qui peuvent tuer par religion. Enfin, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est une culture qui se perd trop aujourd'hui, aujourd'hui en Europe, en Occident, on va dire. euh, qui a son apogée dans d'autres civilisations. Donc on est obligé de connaître ça. Et oui, on peut croire, on peut même être pratiquant et être un bon journaliste. Je pense peut-être que sur certains sujets, il faut se mettre un peu en retrait. Il faut être ouvert par rapport à ça. Il ne faut pas se cacher, il faut être transparent. Mais bien sûr qu'on peut, bien sûr. Comme on peut être footballeur et journaliste. Hein. Je te posais la question parce qu'au sein de la rédaction, j'entends souvent des blagues par rapport à ça. Tu sais, c'est aussi, je pense qu'en tant que journaliste, on aime bien chercher les faits. Donc, tu as beaucoup de personnes ici qui sont assez cartésiennes, assez rationnelles et moins orientées spirituelles. Donc, du coup, je me disais, ouais, est-ce que... finalement, oui, clairement que c'est possible. Hein, donc, mais voilà, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est clairement pas la majorité au sein de la rédaction. Je pense, enfin, de ce que j'entends. Mais parce que c'est pas la majorité au sein de la Suisse aujourd'hui, de l'Occident aujourd'hui, de nos enfants aujourd'hui. Enfin, on est vraiment sur une société quand même très, très laïque, très séculaire, très... Mais ça n'empêche pas, parce qu'il faut simplement faire la part des choses. On peut avoir des croyances... Peut-être que j'ai des collègues qui vont faire du Reiki ou bien qui vont se mettre des pierres sur... Enfin, j'en sais rien. Puis ça enlève rien à leur qualité journalistique. Mais le jour où elles vont traiter un sujet de cette façon, alors elles vont devoir se poser d'autres questions qu'une personne qui n'y croit pas. À quel moment je suis dans la croyance et à quel moment je suis dans le fait. Puis c'est ça qui doit être relayé dans un article. Ou alors on en fait un commentaire, on en fait une tribune assumée de croyance et des choses aussi possibles, même pour un journaliste. Mais alors il faut que ce soit vraiment très très clair. Je me souviens qu'à l'université, on avait des cours sur l'objectivité, qui est genre le gros débat, parce qu'en fait, la conclusion, c'est un peu que c'est impossible d'être objectif, parce que rien que dans le choix du sujet, t'es subjectif. C'est quoi ta position par rapport... Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce terme de l'objectivité dans le journalisme ? Je crois volontiers que c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on a des séances de rédaction et c'est pour ça qu'on a des discussions et c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur d'une discussion, d'une confrontation en bilatéral ou en groupe parce que si j'ai l'impression qu'aujourd'hui tel ou tel portrait ou tel sujet s'impose et que 10 personnes que je vais rencontrer vont me dire mais non, on n'est pas du tout c'est pas du tout ça qu'il faut faire cette semaine. Alors on va avoir un échange d'arguments et puis entre guillemets la vérité elle sortira de cet échange d'arguments, la vérité la plus objective possible, celle qu'on sera capable de faire émerger avec les 2 ou les 10 personnes qu'on sera autour de la table. Donc non, il n'y a pas d'objectivité en valeur absolue, mais il y a une objectivité qui découle d'une discussion et d'un contexte. Tu parlais avant de contribuer, d'apporter, enfin d'aider en gros, c'est quelque chose toi, qui est important pour toi. C'est quoi le rôle des médias aujourd'hui ? Le rôle des médias, je pense que c'est d'aider le grand public à se faire une idée un peu de la société dans laquelle on vit, de leur montrer des choses qui se passent factuellement, de leur montrer des événements, de leur de montrer qui est telle ou telle personne qui sont à la tête de l'actualité, d'essayer de décrypter des événements, des choses comme ça. Et puis ce qu'on peut offrir de plus, par exemple, par rapport aux médias sociaux, c'est vraiment d'être le plus correct possible dans la vérification des faits. De téléphoner plutôt 3 fois qu'une pour vérifier si tel événement a bel et bien eu lieu, si c'est passé comme ça. Donc il faut vraiment essayer d'être au plus proche du fait. Et du moment où... Et ça, c'est quand même la base du journalisme d'aujourd'hui. Et du moment où on a fait ça, après on peut éventuellement partir dans l'analyse, dans le commentaire, dans l'édito, dans autre chose. Mais le cœur du journalisme d'aujourd'hui, ça doit être un travail checké, fact-checké, vérifié et appuyé par des sources. Tu crois qu'il peut disparaître un jour, le journalisme ? Je pense qu'il est assez menacé. Je pense qu'il a rarement été autant menacé qu'aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, les médias payants sont dans une posture très compliquée et que ce n'est pas les médias gratuits. S'il ne restait que les médias gratuits, je serais très triste. Je pense que
je pense qu'on aurait fait faux quelque part, que le journalisme aurait vraiment fait faux. Je ne pense pas qu'on peut se contenter de médias gratuits aujourd'hui avec ce qu'eux proposent. Ils proposent des choses tout à fait intéressantes, mais ça ne suffit pas pour permettre à la population de se créer une vraie opinion des faits et de la civilisation dans laquelle on vit. Tu recommandes à des jeunes de faire ce métier ? Je pousserais volontiers un jeune qui aurait le feu, mais je pense qu'il faut avoir le feu bien plus encore aujourd'hui que quand j'ai commencé pour le faire et pour s'y accrocher. Il faut avoir vraiment une foi et une vocation pour ce métier qui est très très intense. Et si tu as vraiment envie de faire ça, et si tu es prêt à donner vraiment à fond et pour une carrière assez particulière qui demande quand même pas mal de sacrifices et qui est de plus en plus critiquée, il faut le savoir aussi. Alors oui, mais si tu hésites entre ça puis 3 autres boulots, c'est pas ça que je te proposerai en premier. Au-delà de ça, il faut avoir quoi comme personnalité pour s'en sortir dans ce milieu intense ? Il faut être suffisamment stratège pour arriver avec des propositions qui te permettent de faire des choses que tu as envie de faire sans qu'on te colle des sujets que tu n'as pas du tout envie de faire et que tu feras mal ou que il faut te connaître toi-même, connaître tes limites et puis te créer une stratégie. Okay. Puis on arrive gentiment aux dernières questions, mais si tu as des femmes qui t'inspirent ou des hommes d'ailleurs dont tu as des noms comme ça, des références qui t'ont marqué ou qui t'inspirent au quotidien ? Bon, au quotidien, j'y pense pas forcément, mais dans les grandes figures féminines qui m'ont inspirée, notamment pour le journalisme, c'est Françoise Giroud, créatrice de Elle, cofondatrice de l'Express, et c'est une grande figure du journalisme français, mais une des plus grandes femmes dans le milieu. Et j'ai lu beaucoup, j'ai déjà lu tous ses romans, parce que c'est aussi une romancière, c'est une touche à tout très talentueuse. Et puis sa biographie m'a beaucoup parlé, beaucoup inspiré, beaucoup impressionné. Et sinon, évidemment, je ne peux pas laisser passer une question pareille sans répondre Simone Veil, même si c'est un grand classique, mais c'est vraiment des femmes que j'admire énormément. Je ne peux pas dire qu'elles m'ont inspirée, mais ça me donne envie de continuer, en tout cas, de voir qu'il y a des femmes qui ont réussi de très très belles choses. Je pense que ce sera ma dernière question, mais si tu n'étais pas devenue journaliste, tu aurais fait quoi ? J'avais assez envie de faire du droit pour être avocate de série, être dans des grands prétoires américains et puis faire des grandes théories et puis mettre le méchant en prison. C'était un peu ça qui m'aurait motivée à 18 ans. Tu as quand même le truc de la justice aussi au sein du journalisme, parce que c'est aussi une manière de rendre justice autrement. Ouais, voilà, on peut le voir comme ça, mais c'est clair que j'étais partie soit sur du droit, soit le journalisme, et je pensais pas que l'un ou l'autre j'y arriverais, donc je suis assez contente d'avoir pu faire ce que j'ai déjà fait. Pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour tes réponses. On te souhaite tout de bon. Merci Oriane. C'était l'épisode de Oui Madame, produit par Oriane Page. Si vous l'avez aimé, je vous propose de le partager autour de vous. Je vous dis à très vite et me réjouis de vous retrouver. Prenez soin de vous.